Bonjour et bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission Parlons-en avec la CEDRAP. Depuis plus de 35 ans, les éditions CEDRAP publient des outils et des manuels conçus et rédigés par des enseignants pour des enseignants. Notre participation à la vie éducative nous a naturellement conduit à proposer au printemps 2020 une émission pour débattre avec des spécialistes, des acteurs de terrain sur des thèmes très variés en relation avec l'école, bien sûr, le vécu de l'élève et les pratiques de l'enseignant. Nous avons eu l'occasion d'aborder des sujets tels qu'entre autres l'apprentissage à distance, qui était de circonstance au printemps, la double gestion de la classe, la différenciation pédagogique, la coopération en classe, coopérer entre adultes à l'école, autonomie et responsabilité, faut-il que les enfants aiment lire ou encore, il n'y a pas si longtemps, le harcèlement. Toutes nos émissions ainsi que nos contenus de réflexion pédagogique sont en ligne sur notre site cedra.fr. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un sujet qui fait toujours débat, l'évaluation. Et pour ça, j'ai le privilège de vous présenter donc nos invités du jour pour débattre sur ce thème qui concerne un jour ou l'autre tous les enseignants. Avec nous aujourd'hui, donc tous nos trois invités, François Muller, nous vous connaissons déjà un peu puisque nous avons eu l'occasion de parler ensemble sur la coopération entre adultes à l'école en octobre dernier. Avec un parcours professionnel plus riche, vous êtes enseignant, consultant, formateur et auteur. Vous êtes de retour à l'enseignement en direct à Paris depuis la rentrée 2018 et consultant expert en éducation et de retour aujourd'hui pour nous parler de l'évaluation. Concepteur de Respire, réseau social de l'éducation, vous êtes l'auteur de plusieurs sites de référence comme Diversifier ou encore Innover et Éducation Lab et de plusieurs ouvrages en éducation et information dont on peut retrouver les titres sur françoismuller.net. Vous êtes ici donc pour partager avec nous vos savoirs sur le sujet. Merci de nous avoir rejoints. Sylvain Connac, vous êtes déjà venu autour de cette table, j'allais dire, en ligne, 2 fois pour parler donc de la coopération en classe et de l'autonomie et responsabilité, grandir à l'école. Vous êtes enseignant-chercheur spécialisé dans les sciences de l'éducation et les pédagogies coopératives. Vous êtes l'auteur de Enseigner sans exclure, la pédagogie du colibri, et la coopération, ça s'apprend. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et enfin, Audrey Seignerin, vous êtes professeure des écoles et blogueuse sur Audi Mécresse. Vous êtes à l'origine d'articles chez Classe de demain ou Optoys et vous proposez des interventions sur la classe flexible. Vous êtes ici pour nous partager les pratiques que vous mettez en œuvre en classe pour évaluer et faire progresser vos élèves. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Alors sur ce thème, sur l'évaluation, nous avons essayé d'imaginer de partager, je dirais, ce grand thème en trois parties. Donc, ces 3 parties sont les types d'évaluation. Alors, on va voir qu'on ne peut pas se cantonner uniquement à décrire chaque évaluation, mais on ira bien plus loin. L'évaluation, bien sûr, du point de vue de l'élève. Et puis, enfin, comment analyser les résultats d'une évaluation. Alors, sur les types d'évaluation, peut-être, alors Sylvain, peut-être vous pouvez commencer sur nous parler quels différents types d'évaluation on peut retrouver ou mettre en place en classe et les modalités peut-être. Oui, bonjour à tout le monde et merci aux éditions CEDRAP d'organiser cet événement. Peut-être d'abord définir ce qu'on entend par évaluer. Donc il y a la notion de valeur qui est derrière, mais en éducation, l'évaluation c'est plutôt une tentative de mesure entre ce que l'on voit, une performance réalisée, et puis ce qui est attendu, c'est-à-dire une norme. Voilà. Et donc quand on essaye de mesurer ce qui existe entre une performance et un attendu, c'est la mesure de cet écart qu'on appelle une évaluation. Voilà. Alors, de mon point de vue, il y a trois grandes familles d'évaluations. Il y a des évaluations qui servent à sélectionner les élèves, notamment dans le cadre de l'orientation scolaire et de la répartition de la jeunesse selon les professions, les métiers, leur utilité sociale. Il y a des évaluations qui servent aux politiques scolaires et on les voit notamment, alors ce sont des évaluations internationales ou nationales, mais qui sont remplies par les enseignants et qui servent à orienter les choix en matière de politique sur les systèmes éducatifs. Et puis, il y a une troisième évaluation, moi, en tant que chercheur en pédagogie qui m'intéresse beaucoup plus, ce sont des évaluations pour les apprentissages. Voilà, c'est-à-dire des évaluations qui visent
à donner des informations à la fois aux élèves, aux enseignants et aussi aux parents, de manière à avoir des informations beaucoup plus précises sur là où en sont les élèves et puis ce qui potentiellement leur pose problème pour apprendre ou pour réussir quelque chose. François, est-ce qu'on peut mettre en balance ou est-ce que c'est dans le même panier, je dirais, évaluation et notation? Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci Sandra de cette question. Elle est très utile, elle est plus qu'utile, elle est nécessaire. Sylvain vient de le rappeler, le mot évaluation est complètement polysémique. Et c'est ce qui fait son charme et son problème en même temps. C'est-à-dire que tout devient évaluation, le champ scolaire, le temps scolaire, le temps de l'élève, comme le temps du prof, est complètement saturé d'évaluation. D'ailleurs, les profs s'en plaignent, hein, ils ont trop de copies à corriger, mais d'une seule manière, ils se donnent les copies, ils se corrigent, mais en vrai, qu'ils doivent corriger. Et donc, c'est assez curieux, c'est des cercles qui sont quelquefois un peu vicieux. Et donc, ce que tu viens de signaler entre la confusion qu'il y a entre évaluation et notation, il y a un lien. La notation est une forme d'évaluation, mais toute notre évaluation n'est pas notation. Et il y a une surreprésentation et une surpratique quasiment de la notation. On le voit, c'est une affaire coutumière, c'est une affaire aussi culturelle dans le champ de l'éducation en France, parce que là aussi, on voit d'autres pays, c'est pas du tout le cas. Et il y a eu un travail qui a été fait dans beaucoup d'autres pays sur ces questions-là, parce que cette question est décisive. C'est-à-dire que d'une certaine façon, en caricaturant les choses, je le fais exprès, on passe beaucoup plus de temps à évaluer des connaissances qu'à travailler pour la construction des connaissances. Et donc, on passe beaucoup plus de temps finalement à noter qu'à faire apprendre. Et reposer la question de l'évaluation, c'est absolument pas nouveau, c'est quelque chose de très ancien. Les études docimologiques sur l'évaluation ont plus d'un siècle déjà. Il faudrait qu'on puisse les reprendre, les retravailler systématiquement avec chaque enseignant, même pas nouveau, mais aussi dans le sein des écoles, parce que effectivement, il y a un raccourci trop rapide sur évaluation-notation. Il nous faut maintenant travailler sur le développement explicite et assuré de ce que Sylvain vient de signaler, d'évaluation pour les apprentissages. Il va falloir qu'on travaille, et ce serait l'objet d'aujourd'hui, par exemple, de dire finalement, quand on veut étayer, soutenir les élèves, les étayer dans leur progression, comment on s'y prend. Et donc, ça prend toutes sortes de formes qui sont pas forcément nouvelles. Certaines sont outillées, d'autres le sont beaucoup plus fines. Mais il s'agit bien de ça, c'est-à-dire que pour faire que des élèves réussissent, il faudra bien que des enseignants apprennent aussi sur les formes d'évaluation. Audrey, vous êtes enseignante de CP. Est-ce que justement une évaluation doit-elle toujours être papier, écrite, ou y a-t-il d'autres façons d'évaluer? Vous, comment vous faites par exemple dans votre pratique en classe avec vos élèves? Bonjour à tous. Alors non, effectivement, hein, c'est ce dont on avait eu l'occasion de parler déjà, c'est que l'évaluation crayon papier, elle n'est pas forcément pertinente tout le temps. Beaucoup d'enseignants s'y cantonnent par habitude. C'est vraiment le schéma archaïque et on s'y rapporte toujours, mais finalement, on est 6 heures par jour avec nos élèves. On les côtoie vraiment beaucoup, on les connaît. Alors, je parle pour le premier degré, hein, bien sûr, je m'exprime pas pour le second degré, mais je pense que les enseignants du second degré sont également à même de connaître leurs élèves. Et en fait, voilà, on peut tout à fait faire des évaluations tout simplement par les observables et se créer en fait des grilles d'observation que l'on conçoit pour voir justement, c'est-à-dire que c'est à nous de fixer ce que l'on veut voir chez nos élèves. Et ça peut être plein de choses, c'est-à-dire que c'est pas forcément une performance écrite par l'enfant. Ça peut être ce qu'il va dire, ça peut être son interaction avec ses pairs, ça peut être sa réaction à une situation problème qu'on va leur donner. Et à partir de ces observations-là, on est à même en fait de pouvoir évaluer à un moment M où en est l'enfant. Après,
moi, je suis en plus en CP dédoublé. Et donc, c'est vrai qu'avec ce dispositif-là qui est particulier, on a tendance aussi, enfin, on est tenu aussi de faire évoluer nos pratiques puisque on a quand même cette chance, mine de rien, d'avoir des effectifs très allégés. J'ai commencé les CP, j'étais à 27 CP, j'ai eu 28 CP parce qu'on est monté avec un enfant qui est arrivé. C'est vrai que c'est pas les mêmes conditions de travail, ça je ne le nie pas du tout, que quand j'en ai, comme cette année, 13 ou 14 ou 15. Mais en tout cas, voilà, ce sont des effectifs allégés, il faut en profiter. Et on a aussi, dans ce dispositif-là, toutes ces formations que l'on devrait étendre finalement à tous les enseignants, même s'ils n'ont pas forcément dû dédoubler, pour que justement ils puissent avoir des billes d'enseignement différentes et des billes pour les évaluations. Parce que j'ai eu la chance, moi, de pouvoir en bénéficier dans le cadre du dispositif, mais je pense que ça peut s'étendre à tous les enseignants en réalité. Je peux me permettre, ce que Audrey signale, elle l'a dit tout à fait, il y a souvent une réduction de la compréhension d'évaluation à l'acte lui-même et à la production. Production d'une note, production de critères, tu viens d'en parler, etc. Et dans des définitions, il y a des centaines de définitions de l'évaluation. Moi, je prends souvent appui sur la définition de Stuffelbeam qui date de 1980 et qui rappelle, je la cite de façon très courte, qui rappelle que c'est un processus par lequel on définit, on obtient et on fournit des informations utiles et permettant de juger les décisions possibles. Et donc, sur chacun de ces termes, c'est vraiment intéressant parce que ça étend le champ complètement et le champ des possibles, on va dire. C'est un processus, c'est donc une activité continue. Tu as parlé, Audrey, quand tu parles d'observation, par exemple, le fait d'observer, le fait d'entendre des choses, de voir, de percevoir, c'est quelque chose qui est en continu. On définit, ça veut dire qu'est-ce qu'on va repérer comme information pertinente, parce que dans ce qu'on observe, il y a beaucoup de complexité, donc qu'est-ce qu'on choisit de regarder finalement. On obtient, on collecte, et donc ça veut dire que effectivement, tu dois avoir quelques éléments un peu traçables ou un peu identifiés. Et donc c'est pas forcément des mesures numériques. Là aussi, il y a un grand fantasme sur l'expression d'une quantité qui ferait qu'on obtiendrait les bons points, etc. Après, il y a un travail de communication, c'est-à-dire il faut bien, dans l'étymologie d'évaluer, Sylvain l'a rappelé, c'est ex-valuere, c'est donc donner de la valeur et la communiquer, extraire et communiquer. Donc c'est un acte de communication institutionnel, c'est à la fois un acte de communication à un élève, comment on signifie à un élève quelque chose, voilà, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, comment on le signifie. Et donc, ça peut être du simple geste, ou même quasiment d'un regard, à quelque chose, effectivement, de très tracé, de très formalisé, comme un bulletin scolaire. Mais ça n'a rien à voir, finalement. On s'aperçoit que dans ce champ, on a un éventail extrêmement important. Des informations utiles, et donc utile, ça veut dire est-ce que dire très bien, ça suffit? Bon, peut-être. Est-ce que dire c'est faux, ça suffit aussi? Je ne sais pas. Est-ce que dire insuffisant suffit? Vous voyez, sur un bulletin scolaire, est-ce que c'est aidant d'avoir cet acte d'évaluation qui finalement ferme une porte sans donner aucune solution de sortie ou de dépassement pour un élève? Et effectivement, il y a des décisions possibles dans l'acte d'évaluation. Le fait d'observer et de soutenir, d'encourager, même d'un simple petit mot, les élèves, c'est un acte d'encouragement, de motivation, et tous les psychiatres nous disent comment on apprend plutôt quand on a ce feedback autour un peu positif sur soi, et dès lors qu'on est en visibilité, dès lors qu'on est qu'il y a une information négative, ça vous brouille l'entendement, ça vous brouille l'attention. Et donc, il y a des décisions qui sont possibles. Effectivement, la décision d'orientation est une décision. Mais est-ce que tout acte d'évaluation est un acte d'orientation? C'est un problème. Or, tu l'as dit, Audrey, dans le premier degré, on est encore loin de cela. Dans le second degré, on est plein de cela. On est même saturé de questions autour du tri, de la sélection, de l'orientation. Quand bien même les textes changent, les esprits ou les cultures ne changent pas. Et c'est un des soucis
qu'on a actuellement. Donc, cette définition me semble assez, on va dire, générique pour dire que nous sommes empreints d'évaluation. C'est à la fois un acte intime, tous les jours dans la classe, et à la fois un acte institutionnel, et l'enseignant doit naviguer entre ces deux, à la fois ces deux mondes, ces deux niveaux, et sans privilégier l'un pour l'autre. Il y a bien des moments où il faut faire les choses, et il faut faire attention à ne pas faire la confusion entre les choses. C'est ce qui rend fou les élèves, et n'oublions pas les parents. Sylvain, est-ce que l'évaluation doit être toujours individuelle? Là, c'est vrai que c'était une question qui était posée. Est-ce que c'est une photographie à un instant T sur une personne, ou est-ce qu'il y a des types d'évaluations qui peuvent justement prendre le groupe? Voilà. Est-ce que c'est toujours individuel, une évaluation? Ben, tout dépend de ce qu'on souhaite évaluer. Si on souhaite évaluer des habiletés sociales, l'évaluation ne peut pas être individuelle, puisque justement c'est l'interaction qui nous intéresse dans l'accompagnement. L'avantage des situations d'évaluation individuelle, c'est que ça échappe au phénomène de distorsion, de modification, lorsque on s'intéresse à un travail qui a été réalisé par plusieurs personnes. Parce que le travail réalisé par plusieurs personnes, s'il est fait en collaboration, ça signifie qu'il y a eu certainement une répartition inéquitable des tâches, de manière à ce que les plus talentueux s'emparent des éléments qui leur correspondent le mieux. Donc, en fait, on évalue au final la symbiose de tous les talents. Et les élèves qui n'ont pas participé à cette répartition collaborative ne peuvent pas voir leurs habiletés évaluées. Non. Donc, c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, il me semble qu'une évaluation gagne à être individuelle. En revanche, là où il y a peut-être un levier plus fort, c'est, tout à l'heure, François parlait de processus. Effectivement, ce qu'on évalue un jour n'est pas satisfaisant pour être suffisamment fidèle à ce qu'un élève sait faire ou ne sait pas encore faire. Voilà, parce que les conditions peuvent modifier considérablement les performances. Mais de mon point de vue, l'évaluation ne peut pas être permanente. Pour une raison précise, c'est qu'il y a une différence entre les moments où on s'entraîne et les moments où on est évalué. Parce que les moments où on s'entraîne, c'est super intéressant de se tromper. Parce que des erreurs que l'on commet, on peut en tirer un certain nombre de conclusions justement pour se corriger. Ou au contraire, des réussites que l'on fait, on peut s'en servir en se disant ben, c'est super, ce que je sais faire, a priori c'est bon. Donc pendant qu'on s'entraîne, c'est très intéressant de se tromper. Alors que quand on est évalué, c'est très important de ne pas se tromper et de tout faire pour montrer tout ce qu'on sait faire. Et donc le problème, c'est que si c'est pas clairement défini, le terme qu'on utilise maintenant, si c'est pas explicite pour les élèves, de leur dire là on est dans un temps d'entraînement, donc trompez-vous. Et là on est dans un temps d'évaluation. Faites attention à montrer tout ce que vous savez faire. Les élèves ne sauront pas si effectivement l'erreur est intéressante ou à éviter. Je peux suivre sur Sylvain. Sur le fait que l'évaluation, elle est, au moins dans le secondaire, elle est souvent explicite, elle est en visibilité, c'est-à-dire qu'elle se fait au-dessus de tout le monde, et en étant exposée, elle fragilise beaucoup les personnes. Et donc, elle fragilise le groupe, par exemple, en entraînant des phénomènes au mieux, on va dire, d'émulation, quand il y a un bon esprit de classe, quand il y a une bonne relation avec les enseignants, mais au pire de compétition. Et ça se passe dans tous les milieux, autant dans les milieux, on va dire, protégés ou acculturés à la culture scolaire, autant dans les milieux plus populaires ou plus éloignés de l'école. Sur la question individuelle collectif, moi je pense que le groupe peut être un bon élément pour améliorer les résultats individuels, alors que généralement on pense l'inverse, on fait l'inverse, c'est-à-dire que on fait jouer les performances individuelles au détriment du groupe. C'est ça la compétition qui peut être délicate, quelquefois provoquer même des phénomènes on peut le dire même de harcèlement dans les classes. Par exemple,
c'est en rendant visible le travail, ou pas tout le travail, mais en tout cas une partie du travail d'un groupe classe ou d'un demi-groupe, par exemple. Et faire en sorte que de travailler avec les productions des élèves sur ce qui est réussi, ce qui n'est pas réussi. C'est-à-dire de donner à voir ce que généralement seul le prof voit. Seul le prof voit le paquet de copies. Et chaque élève est rendu à sa propre copie en disant, ben voilà, c'est pas bien. Alors, c'est pas bien par rapport à quoi? Donc, qu'est-ce qui est bien à ce moment-là? Et donc, le prof peut faire un corrigé, mais on oublie souvent que les élèves apprennent non pas de la perfection du prof, mais aussi apprennent par ses pairs de ce que ses pairs sont capables de faire. Et donc, de travailler sur des éléments comparatifs en disant on affiche quasiment au tableau, et le numérique peut le rendre beaucoup plus facile que ce que l'on peut le faire dans le cadre d'une classe, et de prendre appui sur voilà 2, 3, 4 productions qui sont plutôt réussies en ce moment, et 2, 3 qui sont pas bien, enfin, qui ont des nettes insuffisances, et de décoder avec les élèves en travail de co-évaluation. Et donc on est bien là-dessus, de voir comment ça fonctionne, et ensuite de relancer les élèves à la, je vais dire quasiment à la chasse, à la reproduction pour améliorer ses travaux. Et donc, ça veut dire que cette phase de coévaluation est une phase d'apprentissage, on apprend, et donc c'est pas une phase normative, on n'est pas en train de sommer les élèves, mais finalement, il faudra y passer sur un deuxième ou troisième tour. Donc, ça veut dire qu'on va dilater le temps d'apprentissage et différer le temps de l'évaluation. Et donc, on voit bien que le rapport individuel collectif est extrêmement important, et c'est bien le groupe qui apprend solidairement et sans esprit de comparaison, au contraire dans une analyse un peu collective, pour renvoyer ensuite à la prise de compétences individuelles. Et donc, ça me semble extrêmement important. Et encore une fois, le numérique ici est assez intéressant parce que c'était très difficile de montrer des copies à des élèves parce que le support papier, par exemple, est difficile à avoir et où il faut faire en petits groupes, etc. Le fait de pouvoir le projeter et de travailler directement dans le cadre des copies, comme le fait un prof dans son bureau tout seul, mais le partager ça fait avancer significativement les résultats. Peut-être qu'on peut revoir le schéma que Sylvain pourrait nous commenter. Donc la boucle évaluative. Je laisse la parole à Sylvain pour nous faire un petit commentaire sur ce schéma. Oui, Audrey pourra tout à l'heure expliquer comment concrètement ça s'active, cette logique-là. C'est une proposition en alternative au schéma habituel, à la matrice habituelle des pratiques d'évaluation. L'évaluation diagnostique au début, formative en cours de séquence et sommative à la fin, quand il faut passer à autre chose. Le problème, c'est que quand il faut passer à autre chose et qu'il y a des élèves qui n'ont pas encore terminé d'apprendre ce qui est reconnu comme étant essentiel par l'école, on risque de à la fois les décourager et puis les perdre pour la suite des apprentissages. Le principe de la boucle évaluative, justement, c'est de donner la possibilité aux élèves de reprendre, jusqu'à ce qu'ils réussissent, des entraînements par rapport à des évaluations qui n'auraient pas été réussies du premier coup. Voilà. Donc au début, tout ce qui est étude des situations problèmes, les confrontations, la trace écrite, ce qu'on appelle la leçon, ça peut être fait collectivement. Les entraînements, ça peut être fait seul ou avec d'autres. Et puis, au bout d'un moment, il y a une évaluation qui se fait donc de manière individuelle la plupart du temps, qui est corrigée par l'enseignant. Et elle prend selon le jugement de l'enseignant. Soit c'est bon, et à ce moment-là, quand c'est bon, les élèves peuvent passer à autre chose, ce que là, on a appelé du travail personnalisé. Soit c'est pas encore bon, et à partir des erreurs que l'on identifie, on peut reprendre l'entraînement en s'appuyant notamment sur de l'aide du tutorat ou un travail de coévaluation, comme François vient en parler, de manière à ce que l'élève reprenne son entraînement avec souvent d'autres modalités et à son initiative puisse se repasser plus tard une évaluation qui n'est pas la même, mais qui est une évaluation qu'on dit similaire, c'est-à-dire avec une consigne équivalente et un degré d'exigence équivalent aussi. Et si c'est réussi, ben ça a le même statut que si c'était réussi du premier coup. Voilà. Et donc, l'intérêt et l'objectif premier de ce principe-là dit de boucle évaluative, c'est de se servir de l'évaluation comme étant un support qui permet de bien comprendre la nature de ces erreurs
et de manière à accompagner les élèves jusqu'à ce qu'ils aient maîtrisé ce qu'on entend comme étant le plus important en termes de contenu scolaire. Alors, il y a un thème qui revient un petit peu actuellement, c'est peut-on évaluer à tout âge, justement? Peut-être, François, un petit commentaire là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle un petit peu avec la maternelle, notamment. Est-ce qu'on peut faire des évaluations à tout âge et jusqu'à quand? Ben oui. Alors, la question, elle est plus qu'intéressante, elle est importante, elle est même décisive. À tout âge, on va le comprendre de deux façons. C'est-à-dire que là, on parle de l'élévation scolaire, c'est-à-dire du temps que l'élève est à l'école, mais il faut regarder en amont et en aval. En amont, c'est effectivement dans le préscolaire, dans la maternelle, est-ce qu'il y a l'évaluation et surtout, qu'est-ce qu'il y a comme évaluation? Or, la maternelle, dans son identité, sa culture, son histoire, se définissait comme étant hors du champ de l'évaluation scolaire. Elle travaillait sur des apprentissages sociaux, sur la façon de se comporter aussi en groupe, d'avoir une vraie initiation pour construire comment dire, son ouverture au monde et se frotter à ce qui va être les outils de l'école. Et l'inscrire directement dans le champ scolaire, c'est directement le soumettre à la lumière des évaluations de type scolaire. Et bien souvent, les collègues connaissent ce danger qui fait que dès lors qu'on est sous la lumière de l'évaluation, eh bien, c'est une lumière qui peut brûler, hein, un peu comme les coups de soleil, quand vous êtes trop évalué, eh bien, ça brûle. Il faut s'en protéger parce que c'est quoi brûler? C'est concrètement trier, par exemple, c'est sélectionner, c'est exprimer des choses quelquefois négatives et qui peuvent être assez mal prises par des jeunes, par des très jeunes et par des élèves. Et donc, il y a un vrai débat, et puis plus le débat, il y a vraiment des camps qui militent pour suspendre toute forme d'évaluation. Forme d'évaluation, je parle bien de l'évaluation formelle. Donc, ça veut dire que de toute façon, l'évaluation se fait. Elle est sauvage, l'évaluation. Le fait d'observer quelque chose de manière non formelle nous permet de dire des choses. Quand un médecin s'occupe, un pédiatre s'occupe d'un très jeune, il évalue son état de santé et il peut dire des choses aux parents, il peut le signifier et ça se passe plutôt bien. Et donc, on peut accepter l'acte d'évaluation pour des très jeunes, mais c'est bien la forme de l'évaluation, la communication de l'évaluation et l'objectif qui est à re-questionner en maternelle. Alors, donc voilà pour la maternelle. Et puis, tout âge signifie, Sandra, dans ta question, ça veut dire, donc, est-ce qu'après le champ scolaire, après donc le bac ou le post-bac, il y a de l'évaluation? On s'aperçoit, oui, il y a de l'évaluation un peu partout. Et donc, dans tous les champs professionnels, il y a des formes d'évaluation qui existent et même de façon intense. Dans le milieu professionnel du privé, mais il n'y a pas que le privé qui échappe. L'évaluation, elle est routinière, elle n'est pas tous les jours, mais il peut y avoir des entretiens annuels ou alors semestriels, voire même mensuels. Et on demande à des professionnels à ce qu'ils soient raccords avec les objectifs qui leur sont donnés, avec des entretiens, avec des primes, ou alors avec des, des choses qui vont derrière. Et donc, les professionnels, les adultes le disent bien, ils disent que ce type d'évaluation est à la fois peut-être très performative, donc l'organisation, l'institution, l'entreprise va fonctionner, va améliorer ses résultats avec ce type d'évaluation du collectif et donc les individus sont pris dedans, mais en même temps c'est très usant. N'importe quel psychiatre parle de ça, de ces effets de burn-out, où des gens vont s'épuiser finalement ou à essayer d'obtenir les objectifs qui leur sont assignés et ça va avoir des effets. Alors donc on mesure bien que l'évaluation professionnelle, elle peut être délicate, elle peut brûler là aussi,
Et il faudrait à ce moment-là prendre la mesure de cela pour nous réinterroger sur le champ scolaire. Donc, si on voit que l'évaluation, quand elle est trop forte, quand elle est trop précise, quand elle est trop souvent, quand elle est trop personnelle, quand elle assigne un objectif, elle a des effets qui sont délicats au niveau de la psychologie, au niveau même du physique des choses. Eh bien, comment on fait dans le champ scolaire? Et on me dirait, mais il n'y a pas de rapport. Si, il y a des rapports, parce que moi j'ai fait une étude sur un collège, un collège dans une année scolaire, un collège de 600 élèves dans une année scolaire, on avait avec le principal compté le nombre d'actes d'évaluation formalisés, c'est-à-dire qu'on a les traces de l'évaluation, ça veut dire qu'on a, et grossièrement, et très caricaturalement, on avait les notes. On a compté donc le nombre de notes données dans un collège républicain, un collège ni élitiste, ni populaire, un collège moyen, 600 élèves. Eh bien, en faisant des facteurs de multiplicateurs, 600 élèves, 30 semaines scolaires, à peu près 12 disciplines, et donc à peu près une dizaine de notes tracées par discipline, ça nous fait un total de 90 000 notes données dans le champ scolaire pour une année. Si vous voulez un ordre d'idée, ça renvoie au fait que chaque élève a par jour au moins 2 ou 3 actes d'évaluation notés, formalisés. Et donc, vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que c'est des choses, on dénonce cela dans le champ professionnel, mais finalement, dans le champ scolaire, on serait relativement différent en disant non, ça marche comme ça et c'est normal. Et donc, il faut vraiment réinterroger ces pratiques-là, de véritablement différer les actes de sommation en termes d'évaluation, les rendre très rares quasiment. L'institution nous le permet d'une certaine manière. Ce qu'on doit évaluellement, ce qu'on doit en termes d'obligations professionnelles faire pour les élèves et pour les familles, c'est de rendre compte des évaluations de fin de cycle et de fin de cycle. Donc Audrey le connaît dans le primaire, on l'a reçu dans le secondaire, et spécialement en fin de cycle commun, c'est-à-dire en fin de collège. Donc, si on était un peu jusqu'au boutiste, on dirait la seule évaluation terminale, c'est celle qui est en fin de cycle scolaire, soit en fin de cycle pour donner des étapes, soit en fin de socle commun, mais tout le reste serait suspendu, tout le reste serait autre chose. Il n'y aurait pas d'acte de notation en tant que tel, et donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer les 20, etc. Ce n'est pas la forme qui est directement intéressante, c'est l'intention, c'est le tri qui est re-questionné. C'est-à-dire qu'il faudrait être 80% quasiment accompagnant, dire des choses autrement, le mettre en forme autrement, tellement la forme est importante, manifestement pour les familles en tout cas, et pour les élèves, et puis être beaucoup plus rare, et donc beaucoup plus signifiant en termes de message auprès des élèves et des familles. Alors, on a affiché, on passe là sur des exemples qu'Audrey nous a envoyés, donc on les a affichés. Audrey, peut-être pour commenter un petit peu ce que vous mettez en place, vous, justement avec ces ceintures, on va les faire les afficher les unes après les autres. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors le principe des ceintures, c'est quelque chose qui est donc gradué, c'est-à-dire que c'est comme quand on est au judo, hein, on part de la ceinture, donc on définit une couleur. Alors après, il y a des couleurs qui ont été définies par le collectif C2C qui a monté les ceintures, mais chaque école peut aussi prendre ses couleurs, ça n'a pas forcément d'importance. Mais l'idée, c'est d'avoir donc une gradation de la difficulté dans les différents domaines proposés. Alors certains collègues ne proposent des ceintures que dans un seul domaine, certains collègues vont proposer même dans une matière, dans une dominante, vraiment on va affiner. Moi, j'ai choisi de le faire en maths et en français pour les CP, sachant que les CP ne sont pas lecteurs, donc on peut voir que, enfin, pas lecteurs en tout cas en arrivant pour la plupart des CP, puisque certains peuvent arriver lecteurs. Donc on remarque qu'il y a beaucoup de pictogrammes pour que les enfants puissent facilement se déplacer et chercher en fait l'atelier qui correspond sans forcément lire, se repérer donc avec du visuel. Des QR codes sont insérés dedans pour que l'enfant puisse tout seul
avoir une petite aide. Alors ça peut être la leçon sous forme de petites capsules vidéo. Ça peut être simplement, si on est en train d'apprendre une poésie, ça peut être le QR code qui renvoie à l'écoute de la poésie pour arriver à la mémoriser. Moi, j'ai beaucoup d'enfants qui sont allophones et dont les parents ne parlent pas français à la maison. Donc, une mémorisation de poésie, par exemple, ça se fait essentiellement en classe parce qu'à la maison, on va pas pouvoir les aider à lire et à répéter. Donc, pour mettre tout ça en place, il faut passer beaucoup par l'oral. Donc, voilà à quoi servent donc ces petits QR codes. Et ces QR codes sont là, en fait, en soutien. Donc, les enfants ne sont pas obligés de passer par cette réécoute de petites leçons ou petits points mis au point. Donc, encore une fois, on est vraiment au cas par cas. Chacun en a besoin ou pas. Donc, certains vont se lancer tout de suite dans l'atelier proposé. Ici, dans celle-là, vous remarquez, par exemple, dans résoudre des soustractions, il y a deux petites images qui sont proposées. Il y a le petit loup avec des cartes qui sont assez simples au départ, et ensuite le petit koala qui propose des soustractions plus difficiles. Donc, pareil, soit l'enfant passe par les deux niveaux, soit l'enfant passe directement au niveau supérieur et il sait, je leur ai expliqué en fait, ils savent d'avance, parce que tout ça c'est formalisé, hein, ça prend beaucoup de temps. En fait, plus les classes sont petites, et plus ça prend du temps à mettre en place ce genre de système parce que les enfants arrivent et ne connaissent pas. Quand vous êtes en CM et que vous avez des élèves qui roulent en ceinture depuis le CP, c'est un plaisir. Moi, en CP, ça me prend du temps de mettre en place les ceintures au départ. J'en ai à peu près pour les 2 premières périodes à vraiment bien asseoir le principe. Il faut comprendre qu'on travaille pour soi, qu'on travaille tout seul. Ce sont des ateliers, donc comme vous le voyez, en fait, ce sont que des ateliers là qui sont présentés sur l'affiche de manipulation. Donc l'enfant va prendre l'atelier et va pouvoir s'exercer. Alors arbitrairement, j'ai mis 3 essais, les 3 petits ronds qui sont sur le côté de chaque petit atelier proposé. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. J'ai prévu 3. Ça me paraissait un juste milieu par rapport à ce que j'ai pu expérimenter. Maintenant, évidemment, un élève qui aurait besoin de plus, je dessine plus de ronds et la solution est facilement trouvable. On trouve toujours des subterfuges pour adapter à tous les enfants. Et donc, en fait, le principe, c'est ça, c'est qu'ils vont donc devoir s'autonomiser. Ils peuvent choisir dans le plan de travail que vous voyez. Alors, c'est pas un plan de travail, c'est une feuille de route plutôt, parce que un plan de travail, en fait, il y a une vraie liberté de l'enfant pour choisir et pour influer davantage sur ses apprentissages. Là, en fait, on est vraiment sur des activités qui sont guidées parce que les CP, c'est bien difficile. En fin d'année, j'y arrive à pouvoir mettre en place plus de choix et plus de latence. Mais au début, c'est vraiment moi qui leur propose et ils peuvent simplement, là, dans cette fiche, choisir l'ordre, ce qui est déjà pas facile pour un petit CP, choisir le domaine qu'ils vont travailler. Et ça aussi, il faut être vigilant parce que des fois, vous avez des élèves qui ont des aptitudes plus, par exemple, en géométrie et qui vont vous faire toutes les ceintures de géométrie, mais en fait, les autres domaines ne progressent pas. Donc, il faut aussi veiller à ça en tant qu'enseignant. Donc, on n'est pas du tout dans de l'autonomie totale des élèves et puis nous on fait rien, pas du tout. Mais voilà, donc faut être arbitre. Donc moi, par exemple, dans la classe, je leur laisse l'empan de 3 ceintures. C'est-à-dire qu'on peut pas être sur plus que 3 ceintures en même temps. Justement pour ça, parce que sinon après on creuse trop les écarts. En tout cas pour les petites classes, pareil, j'ai remarqué que chez des grands CM, CM2, CM1, ils arrivent mieux à gérer ce côté-là. Pour les CP, c'est plus difficile. Donc voilà, ça c'est cadré. Et en termes d'évaluation, je n'évalue pas tout par de l'écrit, comme on disait tout à l'heure. Le papier crayon, c'est pas obligatoire pour tout. Donc en fait, là, dans ces ateliers-là, il y a beaucoup d'ateliers où c'est simplement mon observation de ce qu'a fait l'enfant ou même son observation. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'ateliers qui sont autocorrectifs. Et ça, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps à leur faire comprendre que tricher, alors ça sert pas à rien parce qu'il y a des élèves qui vont tricher au début et ils vont quand même apprendre des choses en trichant. C'est-à-dire qu'ils vont prendre sur leur père, ils vont regarder ce qu'ont fait les copains ou ils vont retourner la carte et puis ils vont avoir directement la réponse. Mais c'est une forme d'apprentissage quand même en fait. C'est-à-dire que s'il en a besoin de se rassurer comme ça et de pouvoir au début vraiment tricher, c'est pas
c'est pas si grave en fait. On a beaucoup de collègues qui me disent, moi j'ai beaucoup de retours qui me disent oui, mais alors je fais plus d'autocorrectif parce qu'en fait ils passent leur vie à tricher. Et finalement, moi de ce que j'ai pu expérimenter, au départ ça triche. Et puis après, on a le copain à côté qui réussit sans tricher. Et l'émulation se fait, on a envie de faire aussi bien que le copain qui a pas triché. Et donc finalement, ils vont petit à petit ne plus tricher en fait et vraiment se mettre dans la tâche. Mais ça prend du temps et encore une fois, il faut laisser le temps à chaque enfant. Donc il y en a qui vont très vite l'acquérir, ce principe de je travaille pour moi, je fais mes preuves pour moi et je cherche pas à briller à tout prix. Parce que de toute façon, la maîtresse le voit très vite. Quand on a de l'expérience dans l'enseignement, on voit tout de suite. Moi, je sais, en 2 secondes, je peux dire à un élève, bah là, tu l'as fait en retournant tes cartes. En général, ils vous regardent, purée, elle m'a grillé. Et en fait, j'ai même pas vu en train de tricher. C'est simplement qu'on connaît ses élèves, on sait de quoi ils sont capables. Et quand ils arrivent avec un exercice qui est un peu difficile, tout bon du premier coup, c'est une évidence qu'il a pompé ou qu'il a triché. Et en fait, à force de ça et d'établir la confiance et de dédramatiser l'erreur en disant mais c'est pas grave, tu vas refaire, tu vas réessayer, et ben ils ont vraiment ils se prennent au jeu. Et pour presque tous les élèves, je peux pas dire que ça conviendra à tous les enfants, mais la majorité, la grande majorité, se met dans le jeu. Et donc là, je vois que vous avez mis les petites validations. Et donc ça, en fait, c'est les moments où j'estime quand même qu'il faut que l'enfant soit face à une feuille pour juste me montrer que oui, il a bien compris, parce qu'on peut pas non plus toujours, on n'est pas dans le monde des bisounours, on peut pas non plus toujours dire bah non, il n'y a jamais besoin de contrôler. Il faut contrôler à bon escient. Donc là, par exemple, les nombres dans l'ordre croissant, à un moment donné, il faut que je puisse vérifier si effectivement, même si l'enfant, et donc si l'enfant le fait en fait avec les bouchons, moi j'ai des systèmes, enfin j'ai écrit sur des bouchons, on va récupérer les bouchons de bouteilles d'eau, ça coûte rien. Et j'écris dessus des nombres et puis ils vont me les placer dans l'ordre croissant. Et donc ça, ils adorent le faire. Et en fait, cette fiche-là, ils sont super contents. C'est-à-dire que si on leur présente pas comme une évaluation, comme il n'y a pas de pression en fait, c'est juste bah tiens comme ça tu pourras montrer aussi à tes parents parce que François le disait tout à l'heure aussi que les parents, enfin mine de rien, ils ont besoin d'un retour, ça les rassure, ils se demandent ce que font leurs enfants dans la classe et quand on est dans une classe comme ça qui fonctionne avec énormément de manipulation, c'est un peu dur pour les parents aussi de ne pas toujours voir de traces. Et moi j'ai déjà eu des retours dans mes premières expériences de parents qui me disaient mais il n'y a rien dans les cahiers Madame Seigneurin, vous faites quoi? Vous inquiétez pas, on travaille. Donc en fait, ça peut aussi donner un petit indice. Ça permet aussi à un moment donné de poser les enfants et de leur montrer aussi ce que c'est que de travailler comme ça, parce que c'est pas non plus forcément, je pense, ça n'engage que moi, mais les servir de jamais en faire du tout de l'écrit, parce qu'arrivé en 6e, ils vont forcément en faire un peu quand même. Hein. Donc si on n'en fait pas du tout non plus en primaire, c'est pas forcément non plus bon. Il faut garder. Il faut raison garder, faire tout raisonnablement. Et surtout, je crois, il faut que ça serve. Si ça sert pas, c'est-à-dire si vous êtes vraiment certain par l'observation que votre élève, il le maîtrise très bien, on va pas forcément lui imposer le papier. Et d'ailleurs, il m'arrive de pas faire le papier. Là, la validation, vous la voyez. Mais tous ne la font pas forcément. Si vraiment je connais très bien mon élève et qu'il n'y en a pas besoin, c'est pas la peine. En fait, il faut que ça serve, il faut que ça ait sens pour l'enseignant, mais aussi pour l'enfant. Et je laisse la parole à François. Oui, merci Audrey. Et je voudrais, sur la base de la pratique que tu nous as montrée, elle est excellente, elle est très documentée, elle relève vraiment de ce qu'on pourrait appeler aussi de l'ingénierie en évaluation, c'est-à-dire que il y a une partie d'ingéniosité, de créativité et aussi de support, de technique. C'est plus que l'artisanat, là, vraiment, tu t'appuies justement sur la pratique des ceintures, qui est une pratique qui est bien documentée par ailleurs, et tu as un groupe qui t'a permis d'apprendre là-dessus. Donc, il y a vraiment une dimension très ingénierie. Je voudrais, Sandra, est-ce que tu peux passer la diapo que je t'avais passée? Voilà, merci. Et donc, je voulais essayer de cartographier ce que Audrey vient de nous dire finalement. Et dans cette diapo, il y a 2 axes qu'on peut retrouver. Sylvain les avait nommés tout à l'heure, identifiés. Il y a à la fois sur l'axe horizontal formel et informel. Et donc, il y a des choses qui prennent de la forme, c'est-à-dire qui prennent un support particulier. Par exemple, les examens, les notations des élèves sont des évaluations formelles. Et puis, il y a l'axe vertical qui est sommatif en bas ou formatif plutôt en haut. Donc, des distinctions assez traditionnelles. Et donc, il s'agit finalement de développer beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement,
c'est de passer, non pas d'oublier, mais parce que les examens et les notations des élèves ou les grilles d'évaluation existent de toute façon, elles sont là. Mais c'est vraiment d'aller beaucoup plus franchement, explicitement, sur la partie du haut qui est cernée ici de jaune, et sur 4 pratiques qui sont plutôt, qui ont été bien identifiées, et ce graphique prend appui sur des résultats de la recherche internationale et des pays qui ont énormément développé ces évaluations pour les apprentissages. Ce sont des politiques éducatives explicites dans les pays anglo-saxons, Angleterre, Écosse, mais aussi on le trouve aussi en Nouvelle-Zélande, on le trouve en Ontario. C'est aussi des choses qu'on va retrouver dans les pays scandinaves, donc c'est pas uniquement anglais, et ça fait l'objet de plans de formation sur l'échelle de 20 ans. Donc c'est pas une histoire de mode. Il y a vraiment eu des pays qui ont significativement avancé et qui ont fait progresser significativement les résultats de leurs élèves en allant franchement dans ces champs-là. Et donc, ce que Audrey nous a signalé tout à l'heure, c'est qu'on passe beaucoup par l'auto-évaluation et par la co-évaluation. J'en ai parlé tout à l'heure, le fait que le groupe travaille, il va travailler sur comment on apprend ensemble. Et c'est amusant l'histoire de copier, et donc c'est mal pris. Et par exemple, on peut tout à fait faire dans le secondaire, par exemple, apprendre à faire ce qu'on appelle des tustes dans le sud-ouest, à faire des anti-sèches. Voilà, et apprendre à tricher. Alors, je sais que ça va hérisser pas mal de gens, mais d'une certaine manière, celui qui a fait une anti-sèche aura une technique de révision comme une autre, et qui fait qu'il va sélectionner, trier sa connaissance, l'organiser, et ça sera très bien. Ou alors travailler avec le manuel ou le cours et faire en sorte que le support d'évaluation puisse prendre appui sur à la fois le cours, mais on va évaluer autre chose. Il y a les commentaires écrits qui sont déterminants, c'est-à-dire une seule note 8,75 sur 20 ne dit rien, par exemple. Mais si on travaille sur des copies d'élèves et qu'on dit ce qui va bien, ce qui ne va pas, quel est le pas suivant, qu'est-ce qu'il y aurait à faire. Et donc, même avant l'acte d'évaluation, et ça, la période du confinement nous a appris des choses, nous a appris, par exemple, qu'on pouvait écrire aux élèves, on pouvait retrouver ce sens-là dans des échanges de mails. Et donc là, on n'a pas le temps en classe, et Audrey l'a dit tout à l'heure, avec 12, tu as le temps en classe. Moi, j'ai 100 élèves, par exemple, donc j'ai pas le temps en classe de dire les choses de façon personnalisée, pas tout le temps, pas comme je voudrais. Et donc, le fait d'avoir une relation de mail, donc d'un courrier qui s'adresse à quelqu'un, ça permet de réécrire des choses qu'on ne dirait pas et d'avoir des allers-retours avant même qu'il y ait l'acte d'évaluation. Et puis, tu l'as dit aussi, le questionnement oral et réflexif ouvert, c'est-à-dire avant de donner la réponse, poser la question et savoir poser la question, c'est-à-dire des questions ouvertes. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu as fait ça? Qu'est-ce qu'en pense ton voisin, etc. Donc des questions qui laissent le temps de la réponse et qui laissent le temps de l'élaboration. Et on voit bien que avant même que de s'initier finalement à l'évaluation pratique de l'évaluation dans les termes de formation, il faudrait vraiment travailler avec les collègues sur le questionnement d'explicitation. C'est l'entretien d'explicitation qu'on peut retrouver, la façon de poser les questions, la façon de donner le temps de répondre est assez décisif pour apprendre. On va passer à la diapo suivante, même si on a déjà un petit peu abordé le point de vue de l'élève. C'est vrai que l'élève, comment vit-il, lui, cette évaluation? Est-ce que c'est une compétition? Est-ce que ça peut générer du stress? Est-ce que la compétition peut être aussi bénéfique ou est-ce qu'au contraire, ça peut être bloquant? Il y a plusieurs types de compétition. Est-ce que ça permet de progresser? Est-ce que c'est un arrêt? C'est-à-dire l'évaluation, parfois, elle est ressentie par l'élève sur on a fini la leçon, on a évalué et on passe à autre chose. Donc, est-ce que lui le vit comme ça? Est-ce qu'il a raison de le vivre comme ça? Est-ce que ce n'est pas le cas? Voilà, valoriser, etc. Voilà des questions un petit peu sur le point de vue de l'élève. Peut-être, Sylvain, au niveau de la compétition, justement, qu'est-ce que est-ce que c'est toujours négatif une compétition?
Est-ce que l'évaluation est toujours une compétition déjà? Non, on s'est aperçu que dans une classe où il y a que de la coopération, il y a quelques élèves qui perdent un peu en motivation, hein. La compétition, elle a ceci d'intéressant qu'elle pousse les élèves à essayer de dépasser ce qu'ils savent déjà faire. C'est un terme que François a déjà utilisé, hein, c'est la notion d'émulation. C'est-à-dire plutôt que d'essayer d'être plus fort que les autres, j'essaye de devenir plus fort que moi-même. C'est pas une expression personnelle, c'est Albert Jacquard qui l'utilisait. Mais c'est cette idée que dans la confrontation, on se rend compte que on est capable d'aller au-delà de ce que l'on pensait ou de ce que l'on savait déjà faire. Ça, c'est extrêmement intéressant. L'évaluation, elle a ceci d'extrêmement intéressant, c'est qu'elle a un pouvoir de rétroaction. Alors, c'est pas le mot, malheureusement, qu'on utilise beaucoup en France. On parle souvent de feedback. Mais Charles Hadji, qui est un grand spécialiste français des questions d'évaluation, il insiste sur cette notion de rétroaction. Pourquoi une évaluation peut accompagner des apprentissages? Elle donne la possibilité à celui d'obtenir un retour sur son quelque chose. Et puis de se rendre compte à partir de ce retour, soit de la correction de son activité, soit de l'incorrection de son activité, et donc d'avoir des aides pour pouvoir modifier ce qu'il a réalisé et d'apprendre. Voilà. Et le fait qu'il y ait non pas pour l'évaluation, mais pour les moments où on se prépare à l'évaluation, des situations d'interaction entre élèves dans une sorte d'équilibre entre coopération et compétition, ça devient extrêmement intéressant justement pour pousser un maximum d'élèves vers un maximum de ses potentialités. Alors c'est amusant parce que tout à l'heure Audrey montrait les ceintures de couleurs qui en France sont issues d'un pédagogue connu qui s'appelle Fernand Houry, qui a introduit ça en France, non pas parce que il avait appris dans une école de formation des enseignants, mais parce que sa passion c'était le judo. Et dans sa classe en tant qu'instituteur, il était confronté à un problème qui était celui de l'hétérogénéité. Et il se disait, comment ça se fait que dans ma classe, alors il avait 50 garçons hein, à l'époque, hein, comment ça se fait que dans ma classe, avec 50 garçons, l'hétérogénéité ce soit un problème, alors que quand on est sur un tatami, le fait qu'il y ait des ceintures de toutes les couleurs, au contraire, c'est intéressant. Et en creusant un petit peu cette pédagogie du judo, moi, ça m'a permis de découvrir un pédagogue japonais qui s'appelle Jigoro Kano, qui est celui qui a inventé le judo, en fait, hein, le budo en particulier. Et il avait deux préceptes. Le premier, c'est entraide et prospérité mutuelle. C'est-à-dire que quand on s'entraîne à plusieurs, ça donne la possibilité à chacun de devenir plus fort. Et le deuxième, qui est, de mon point de vue, encore plus intéressant pour nous en tant qu'enseignants, c'est que dans un contexte d'entraide et de prospérité mutuelle, ça donne la possibilité aux enseignants de fournir un minimum d'efforts pour un maximum d'effets sur les élèves. Pour le dire autrement, quand on introduit des organisations d'évaluation couplées à des moments d'entraînement coopératif, ça donne la possibilité à ce qu'à la fin de la journée, les élèves soient plus fatigués que ce que le sont les enseignants. Alors que malheureusement, souvent c'est un peu le contraire. Quand la fin de journée arrive, des enfants sont en super forme et à la limite ils peuvent commencer leur journée et puis les enseignants sont morts. Donc là, voilà, dans cette logique où on inverse l'activité, en tout cas l'intensité de l'activité, qui doit être le plus fatigué? Ce sont les élèves, parce que c'est eux qui ont à faire l'activité la plus difficile, c'est celle d'apprendre. Et se servir de dispositifs d'évaluation comme celui Audrey tout à l'heure, en donnant la possibilité aux élèves de se confronter et de s'aider, c'est une des pistes extrêmement intéressantes. Je rebondis sur ce que tu dis parce que effectivement dans la classe c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que il y a 2 ans j'ai l'inspectrice qui est venue sur un temps justement où les élèves étaient en ceinture, j'étais en demi-groupe, il y en avait qui étaient en ceinture, il y en avait qui étaient en production d'écrit et en fait c'est impressionnant parce qu'à un moment donné elle me parlait et on a eu un moment comme ça d'une bonne quinzaine de minutes où on discutait toutes les deux et
les enfants n'avaient absolument pas besoin ni de moi, ni d'elle, ni de personne. Et en fait, elle m'a dit, c'est assez, elle était scotchée, elle me dit, c'est fou parce qu'ils sont en train de fourmiller, et j'en avais pas 12 à l'époque, j'en avais beaucoup plus. Et elle me dit, ils sont en train de fourmiller et vous pourriez avoir quitté la classe. Ils se débrouillent. En fait, ils étaient en autonomie. Et voilà, comme je le disais, ça prend du temps. Faut pas croire non plus que tout se met en place vite. On était déjà au mois d'avril et les ceintures roulaient bien, les tuteurs étaient installés parce qu'en fait, le principe des ceintures, c'est que les enfants, une fois que ils constatent qu'ils ont des camarades qui ont passé les ceintures supérieures, ils peuvent les prendre en fait comme référents. Et c'est là en fait que la magie opère et qu'effectivement l'enseignant est bien délesté parce qu'ils vont chercher le copain qui a déjà passé la ceinture et qui du coup est entre guillemets l'expert dans cette ceinture, puisque s'il l'a déjà eu, c'est qu'il savait faire. Et donc en fait, ils préfèrent en plus complètement se fier à leur père si on leur laisse le choix. Les enfants préfèrent se diriger vers leurs camarades et c'est tout à fait, enfin moi je l'ai constaté plus d'une fois, que quand j'explique quelque chose à un élève qui est en difficulté, souvent ça passe pas, je réessaye, je réexplique, et en fait il y a un camarade qui va venir lui expliquer, et là paf, ah mais merde, c'est bon, maintenant qu'il m'a dit, j'ai compris. Ok les gars, donc en fait on se remet beaucoup en question aussi, et on se dit que finalement si on les laisse, c'est toujours pareil, mais plus vous les laissez s'autonomiser, se responsabiliser, et plus les surprises sont grandes en fait, et ça fonctionne très très bien. Donc je rejoins ce que tu dis dans le côté l'enseignant est moins fatigué que les élèves. Ce qui est affiché là sur l'évaluation du point de vue des élèves, c'est une invitation à partir à l'enquête. C'est-à-dire que trop souvent, là, je ne veux vraiment pas parler pour les collègues du primaire, mais plutôt pour les collègues du secondaire. Il y a des éléments spécifiques quand même, c'est le même métier, on va dire. Mais dans le secondaire, on est plutôt culturellement centré, focalisé sur des contenus d'apprentissage, sur des disciplines, ce qu'on va appeler les disciplines, sur les matières, etc. Et donc, quand on a fait des enquêtes, ça a donné lieu à des thèses là-dessus, sur qu'est-ce que c'est un bon enseignant, par exemple, on posait la question au prof, et le prof disait, bah, écoutez, moi j'ai fait mon cours, j'ai fait mon programme, j'ai fait ma progression, j'ai fait mes évaluations, ça s'est bien passé. En gros, il disait comme ça. Et on a posé la question aux élèves. Et donc, la question aux élèves, on retrouvait ces items, mais c'était des items qui étaient en bas de tableau. C'est-à-dire que ce qu'ils mettaient, ce qu'ils privilégiaient du côté du bon professeur, c'était radicalement autre chose. Ils n'avaient pas du tout une approche disciplinaire, une approche programmatique, une approche contenue, mais ils avaient une approche sur le fait que le professeur connaisse bien la classe, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes relations dans la classe avec le professeur, il y a une bonne ambiance, donc une ambiance avec les pairs, voilà. Il nous explique bien, il y a une dimension très informelle et qui est extrêmement forte. Et après, il y a peu de considération sur la personne elle-même. En gros, il est beau, elle est belle. En gros, ça, c'est ce qu'on a dans le primaire. Hein. Ma maîtresse, c'est la princesse, hein, en gros. Hein. Mais ça, on arrive. Mais dans le secondaire, moins. Bon. Et après, en bas de tableau, effectivement, il est passionné par sa discipline, etc. Et donc, s'exprimer du point de vue de l'élève, connaître le point de vue de l'élève, c'est décisif. C'est-à-dire que finalement, si on n'a pas ce point de vue-là, on assiste à une sorte de rencontre loupée avec des projections différentes, des représentations différentes. L'enseignant, il dit je fais bien mon métier, et de son point de vue, il a peut-être raison, mais du point de vue de l'élève, c'est pas du tout le cas. C'est symétriquement inverse. Et poser la question à un groupe d'enseignants, et j'insiste bien sur les groupes d'enseignants, parce que on va s'apercevoir que les pratiques d'évaluation sont profondément marquées par la culture ambiante, la culture professionnelle générale, mais la culture ambiante d'une classe, pas d'une classe, d'une école ou d'un établissement. Audrey, il faudra la poser la question, où est-ce qu'elle en est, elle, par rapport à son école? Et voir si elle répondra tout à l'heure, j'espère, à cette question-là. Mais nous sommes finalement traversés par des pratiques qui nous déterminent, qui déterminent nos choix souvent. Et donc, si on prend un groupe d'enseignants et on pose la question, qu'est-ce que vous savez de ce qui marche du point de vue des élèves?
Vous voyez? Et donc, ils sont peut-être capables de y répondre, mais ils sont difficilement en situation de répondre à la question suivante, comment le savez-vous? Et ce sont des questions que moi j'ai posées des centaines de fois à des établissements en déclenchant une enquête avec les enseignants auprès de leurs élèves, et notamment en troisième et en terminale. Et pourquoi on a ciblé les troisièmes et terminales? Parce que ce sont des élèves qui, en troisième, avaient 4 ans de collège dans les pattes, et en terminale, avaient 3 ans au moins de lycée dans les pattes. En gros, ils étaient experts des pratiques d'évaluation et de la vie des apprentissages dans leur domaine. Et on leur pose 4 questions aux élèves. Et donc, ça donne lieu à des questions qui sont développées. On leur demande chaque fois de répondre par 3 arguments. Et donc, la première question, c'est qu'est-ce que vous avez appris d'important? Vous voyez, c'est. Deuxième question, qu'est-ce qui vous a permis d'apprendre? Troisième question, qu'est-ce qui vous a empêché d'apprendre? Et enfin, quel est le conseil que tu donnerais à tes profs? Et donc, vous imaginez que sur un collège, vous avez par exemple 150 élèves qui répondent à 4 questions et chaque fois 3 arguments. Au lycée, moi j'ai eu 400 élèves du terminal qui ont répondu à ces questions-là. Ça vous fait un corpus extraordinaire. Et ce corpus, vous l'analysez avec les profs, avec le groupe de profs. Et donc là, vous avez les réponses à ce qui est affiché là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que les élèves disent de comment ils apprennent, et donc ils vont parler à ce moment-là de comment ils apprennent, et on va voir la place de l'évaluation. On va voir par exemple la place du fait qu'ils apprennent avec les autres. La dimension de la vie sociale, et pas que la vie des copains, mais le fait que où est-ce qu'ils trouvent les aides? Ils les trouvent auprès des copains, souvent ils les trouvent auprès des profs, et ils disent quels sont les profs, enfin quelles sont les pratiques fines qui les aident. Et donc, il parle très rarement de notation, mais il parle tout à fait du reste dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le schéma. Il vous parle un prof qui est à côté de moi, un prof qui me dit des choses, qui m'accompagne, un prof qui m'écrit, un prof qui m'aide à me repérer. Il parle de la métacognition. C'est pas leurs mots, c'est nos mots à nous. Le fait qu'on apprenne à apprendre les choses, à se positionner sur les choses. Il parle de ça. Donc, on dirait finalement que les élèves ont lu les rapports des inspections générales et des résultats de la recherche internationale, tellement ils sont fins dans le diagnostic. Et ça, le fait de révéler ce monde secret, finalement, ce côté caché des élèves, provoque d'importants changements dans les pratiques professionnelles. Et donc, quand je parle d'enquête, vous avez ici un des secrets du développement professionnel des enseignants. Des enseignants qui vont commencer à apprendre de leurs propres pratiques et des effets qu'ils produisent sur leurs élèves, donc finalement des enseignants qui rentrent dans un processus d'évaluation partagée pour eux-mêmes, va provoquer aussi des effets significatifs chez leurs élèves. Et donc, c'est pas qu'une idée, c'est plus qu'une idée, ça peut être un des principes directeurs du développement professionnel, nouvelle formule, en gros de ce qu'on pourrait appeler une formation bien comprise, et derrière aussi de ce qui pourrait être, Audrey en a parlé tout à l'heure, de la question de l'inspection des enseignants. C'est-à-dire que finalement, quand on inspecte quelqu'un, qu'est-ce qu'on va regarder chez l'enseignant? La conformité, les programmes, la gestion de classe, l'affichage. Vous voyez que les critères finalement de ce qui fait bouger les enseignants disent qu'ils redoutent l'inspection parce qu'elle est d'abord rare, et donc là aussi, là où l'évaluation des élèves est très fréquente, l'évaluation des enseignants est très rare, et en plus, qu'est-ce qui est regardé? Et donc, les enseignants ne sont pas bêtes, comme tous les adultes, ils vont essayer de privilégier ceux qui est regardé. Donc, si on dit que dans l'observation des enseignants, on va prêter une attention soutenue à ce que font exactement les enseignants en termes d'évaluation, sur les pratiques que j'ai signalées tout à l'heure, ça peut aussi changer la donne. C'est très lié. Évaluation des élèves et l'évaluation des enseignants sont des domaines qui sont extrêmement liés. On ne peut pas bouger l'un sans l'autre. On a affiché donc la dernière diapositive, même si c'est vrai que finalement dans ce débat, on a à chaque fois abordé un petit peu tout ça. Hein, donc, analyser les résultats d'une évaluation. Là, c'est vrai que François a parlé aussi d'analyser un petit peu le rapport avec son professeur finalement. Et on sait combien le rapport qu'on peut avoir avec son professeur et sa façon d'enseigner
peut influer sur les résultats des notes, puisque c'est aussi un résultat d'évaluation, une note. Audrey, peut-être, par rapport à vous avez une classe de CP qui est dédoublée. Est-ce que ça change le rapport à l'objectif que vous avez en fin d'année il faut savoir lire, le fait d'avoir cette classe dédoublée, est-ce que ça a changé, est-ce que ça fait évoluer un petit peu votre pratique de l'évaluation, par exemple? Alors ma pratique, elle avait déjà évolué avant. Je dirais que si on n'avait pas démarré avant de changer, le dispositif dédoublé, il impose un changement, clairement. Enfin, on ne peut pas travailler en traditionnel comme on faisait avant dans une classe où on n'est que 12 parce que l'interaction, elle est tout le temps en fait. C'est-à-dire que les enfants, pour le coup, dans un dispositif dédoublé, les enfants sont vraiment plus sollicités et donc vraiment plus fatigués. Et du coup, tout va aussi plus vite, mine de rien, quand vous avez 12 élèves, surtout en plus si vous travaillez comme moi en demi-groupe et que vous faites du coup du 6 élèves, voire des fois 4 groupes et vous avez que 3 élèves en face de vous, si vous êtes en train de passer une notion avec 6 enfants ou 3 enfants, forcément, même s'il y a des élèves en difficulté, la notion elle va être bien plus vite passée que quand vous avez un groupe collégial d'une trentaine d'élèves, voire plus comme François. Ça c'est une évidence en fait, parce que forcément on a plus le temps voilà, les échanges sont meilleurs, c'est une meilleure qualité, et puis on passe à côté d'aucun élève, parce que quand vous en avez 6 sous la loupe, c'est difficile de se cacher de la maîtresse et d'échapper à la maîtresse qui va tout de suite voir que toi t'as pas suivi ou t'as pas compris, et donc on peut remédier directement. Donc effectivement, le dispositif dédoublé, il impose de modifier ses pratiques, mais comme je le disais, c'est pas une fin en soi. Moi personnellement, je suis même pas certaine que ça puisse durer parce que c'est un coup et que voilà, on sait pas ce qui nous attendra. Et justement, il faudrait qu'on en tire des conséquences et qu'on essaye d'appliquer ces choses-là, parce qu'il y a plein de choses qui sont vraiment transposables à des plus grands groupes sans forcément demander tant de moyens que ça. Si on reprend ces fonctionnements en petits groupes, par exemple, on a l'impression effectivement qu'on va perdre. Moi, j'en discute avec mes collègues. C'est vrai que j'ai des plages horaires où sur 1 heure, en fait, je vais prendre 30 minutes avec la moitié de mon groupe. J'ai 30 minutes, l'autre groupe est en train de faire ses ceintures en autonomie, et puis j'inverse. C'est sûr que je passe plus de temps, du coup, sur la production d'écrit. Si, par exemple, je suis en production d'écrit, au total, ça me fait une plage de 1 heure. Mais pendant ce temps où les autres sont en autonomie, alors déjà, la production d'écrit en demi-groupe, elle est bien plus efficiente parce que forcément, je suis là derrière pour accompagner. Le feedback, il est tout de suite. Et du coup, j'ai pas des élèves qui repartent avec un texte non corrigé, ou des phrases, je l'entends, je suis en CP, donc pour l'instant, on n'en est pas des textes, mais on en est à 2-3 phrases. Et mine de rien, quand on fait le retour tout de suite, ça parle aux enfants. Plus ils sont jeunes, et moins ils mettent de sens si on revient le lendemain. Ne serait-ce que des fois revenir l'après-midi sur ce qui a été fait le matin, c'est déjà un peu fichu. Donc si on fait le retour tout de suite, déjà c'est beaucoup plus probant et beaucoup plus efficient. Et si en plus les enfants qui sont en autonomie sont en train de travailler sur leur ceinture, ils travaillent, on l'a vu, les ceintures c'est quand même assez riche, c'est plein de compétences, c'est plein de compétences transversales aussi, c'est plein de compétences sociales aussi, parce que s'aider avec le copain, respecter le copain qui n'a pas terminé son activité, attendre pour aller le solliciter, etc. On est dans un apprentissage permanent. Et alors j'ai des collègues qui vont beaucoup plus vite parce qu'elles font pas ça, et donc elles ont le groupe entier sur 30 minutes production d'écrit pour tout le monde. Donc c'est sûr qu'à la fin de la journée, il faut faire des choix dans l'emploi du temps. Ça, moi, je suis obligée il y a des choses que je suis obligée de faire sauter ou de mettre autrement. On a quand même une certaine flexibilité et une liberté dans le premier degré. C'est que déjà, c'est nous l'enseignant de toutes les matières, donc on peut aussi gérer ça, ce que peuvent pas forcément faire les enseignants du secondaire. Mais nous, on peut aussi gérer ça. Il y a des enseignements qui sont annualisés, donc on peut décider aussi que dans une période, on en fera un peu plus pour compenser le fait qu'on en ait fait moins au départ. Mais il y a quand même des choix à faire. Si je travaille comme ça, à la fin de ma journée, je peux caler moins de discipline, on va dire, officiellement, c'est-à-dire remplir des cases dans un emploi du temps, comme on nous le demande souvent. Et moi, c'est ça qui aussi me pose souci, c'est que quand on me dit Madame Sagnerin, fournissez l'emploi du temps, c'est difficile pour moi de fournir un emploi du temps normé, casé, avec français, maths, etc. Puisque finalement, quand je suis en train de faire un crayon ceinture, j'en ai qui font du français, j'en ai qui font des maths, j'en ai qui font questionner le monde.
et en fait, voilà, j'ai pas de, et donc ça c'est quelque chose aussi qui moi me soucie, me pose problème parce que ça n'évolue pas pour l'instant et qu'on nous demande toujours un emploi du temps avec des cases. Alors j'en fais un que je ne tiens pas, tout le monde le sait donc c'est pas grave, mais j'en ai un dans la classe parce que bah il faut le faire, ça fait partie de ce qu'on nous demande. Mais en réalité, si vous entrez dans ma classe, c'est marqué français sur le papier, et ben je suis pas en train de faire du français pour autant. Et ça, moi, ça me questionne beaucoup parce que finalement, mes élèves, ils apprennent tout autant. À la fin, je le vois aussi parce que j'ai les évaluations nationales CP et qu'avec mes collègues, on est dans les mêmes fourchettes. Donc, alors ça veut pas dire, voilà, que c'est pas non plus, mon fonctionnement n'est pas meilleur. Il est différent. Parce que j'ai pas des résultats qui sont extrêmement supérieurs à mes collègues, pas du tout. On est dans la même fourchette, ce qui veut dire que cette façon d'enseigner n'est pas moins bonne. Elle n'est pas forcément meilleure. Moi, je la pense plus bénéfique pour les enfants par rapport à l'autonomie qu'ils en dégagent. Je trouve que quand je les envoie en CE1, ils ont quand même une belle autonomie. Je l'ai constaté l'année dernière au moment du confinement. Le fait d'avoir des élèves qui étaient habitués avant le confinement à faire des dictées en autonomie. Par exemple, moi, les dictées, en fait, je faisais déjà un groupe tout seul avec une tablette qui est capable de s'auto-gérer et qui écoutait sa dictée, mettait sur pause, remettait sur play et puis faisait sa dictée tout seul. Et du coup, ces élèves-là, ils ont pas trop été, enfin ça les a pas perturbés en fait qu'on passe au distanciel et à la dictée à la maison. Et en fait, ils avaient tellement les habitudes aussi d'autonomie, de prends ton cahier, écris ta date tout seul, attends pas que la maîtresse elle te le dise, à trois carreaux, etc. Comme on peut voir des fois des enfants que j'appelle un peu les canetons, c'est-à-dire que vous marchez dans la classe et puis quand vous vous arrêtez, vous avez trois canetons qui vous rentrent derrière, poum poum poum, parce qu'ils suivent la maîtresse. Et ça, c'est quelque chose qui m'insupporte et qui m'a toujours insupporté. Donc j'aime beaucoup que les élèves soient, j'adore, hein, je suis très maternante avec mes élèves, hein, faut pas croire, mais c'est vrai que j'aime qu'ils soient autonomes et qu'ils aient pas besoin en fait toujours de moi. Et donc du coup, bah mine de rien, voilà, je trouve que ces pratiques-là sont pas forcément meilleures, comme je vous dis, elles sont pas plus probantes, mais pour les enfants, il y a une vraie plus-value, je crois. Audrey vient de dire quelque chose, elle l'a pas dit comme ça, mais je l'ai interprété comme ça. Elle signale quelque chose de décisif sur les questions d'évaluation des élèves. C'est-à-dire que, étant elle est en CP, elle a une obligation de résultat. On lui assigne un objectif et elle le prend au sérieux, qui fait que cette obligation de résultat va l'amener à bouleverser d'une certaine manière l'ordre traditionnel des choses. Et l'ordre traditionnel des choses, elle l'a exprimé en disant, on me demande un emploi du temps, je le fais, mais enfin je le fournis, mais je ne le fais pas. Donc l'obligation de résultat et qui se voit, les parents constatent qu'à la fin de l'année, les enfants ils savent lire et écrire. Et vous voyez bien que l'évaluation, ça peut se faire hors la classe, ça peut se faire par d'autres personnes. Et donc ça va la faire bouger sur beaucoup d'autres choses. Et sur les routines scolaires, sur la façon dont on a été formé aux SP, aux UFM à l'époque pour faire un plan de travail classique, etc. Et alors c'est juste important parce que c'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude dans le champ scolaire. Dans le champ scolaire, on a plutôt ce qu'on appelle une obligation de moyens. Et donc, tu l'as dit, il faut avoir un emploi du temps. Il faut faire les disciplines, les matières dans le premier degré, les disciplines au second degré. On a des obligations de moyens à donner aux élèves. Et donc, on donne des moyens pédagogiques. Et les enseignants sont parmi ces moyens. Et donc, les enseignants ont des approches de type contenu finalement, mais ils sont nettement moins centrés et nettement moins focalisés sur les résultats. D'une certaine manière, ça va être terrible ce que je suis en train de dire. On n'est pas intéressé forcément aux résultats. Et comment je peux le dire aussi de façon aussi claire, c'est que regardez comment un établissement, dans le second degré, collège et lycée, travaille sur la focalisation sur leurs propres résultats. On en parle, on a une évocation en pré-rentrée sur, on va dire, les scores ou les résultats, sans que ce soit un objet de travail pour dire, mais comment on peut améliorer ce résultat-là? On n'en fait pas un objet de travail. C'est pas un objet, une question sans réponse qu'il va falloir travailler pour améliorer les résultats significatifs sur la prestation orale, sur la qualité de l'écrit, sur la coopération. C'est pas un sujet.
chacun est assigné finalement à son propre intimité de cours en disant ben, moi j'ai mon programme, moi j'ai ma manière de faire, etc. C'est pas coordonné, c'est très peu coordonné. Et donc, vous voyez bien que en posant la question fine des pratiques évaluatives à l'intérieur de la classe, on est en train de soulever des lièvres sur l'évaluation des enseignants, mais derrière sur l'évaluation de l'établissement. C'est-à-dire que si un établissement était plus focalisé sur ce qu'il fait effectivement avec les élèves, comme les CP le sont actuellement, les CP, c'est indépassable. On ne comprendrait pas qu'un CP à 12 ne le lise pas à la fin. On ne va pas le comprendre. Ça va pas passer. Eh bien, et c'est normal. Enfin, on a du temps, on a consacré des moyens pour ça. Eh bien, faisons en sorte que les enseignants soient mieux intéressés finalement aux résultats. Et c'est pas leur faute. Encore une fois, c'est une question de l'organisation d'un établissement, comme c'est une question aussi de l'organisation d'une institution qui a une obligation de moyens. Elle fournit les moyens d'enseignement, mais finalement, elle est très lâche au sens une courroie qui est lâche, elle est peu serrée sur la question des objectifs. Et si on était mieux accroché à des objectifs, et si on était plus intelligent, c'est-à-dire plus en compréhension de pourquoi c'est intéressant et en quoi ça peut être un levier pour changer les choses. Beaucoup des établissements actuellement que je connais, des collèges ou des lycées, ont bougé significativement parce qu'ils se sont donnés, on va dire, ils se sont autorisés à changer des choses dans l'emploi du temps. On sait que, par exemple, 55 minutes n'est pas bon pour apprendre. Quand un groupe de 30 en 55 minutes, il y a quelque chose qui va passer, qui va être compressé. Soit c'est le prof, soit c'est les contenus, soit c'est les élèves. Vous choisissez, hein, mais ça marche pas. Et donc, le temps du travail d'un groupe, suffisant pour l'ouvrir, l'installer, proposer des groupes, travailler sur la régulation, travailler sur la métacognition, c'est environ entre 1h30, c'est à peu près 1h30, et voire même on peut aller jusqu'à 3 heures. Et on peut faire des grands groupes ou des petits groupes. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de reconceptualisation de l'organisation de l'enseignement qui permettrait de beaucoup mieux apprendre aux élèves et de travailler sur des évaluations qui soient à la fois plus fines, plus personnalisées et surtout plus efficaces pour apprendre. Donc en étant plus assigné aux objectifs et beaucoup plus libre sur la question de l'organisation scolaire, ça irait beaucoup mieux. Mais notre histoire vient de là, notre histoire nationale, parce que nous sommes une éducation nationale, c'est la même chose que ça se passe à Figeac, à Paris ou à Sevran. Vous voyez, donc c'est un vrai souci. Et beaucoup des proviseurs en parlent de ça. Il y a un récent bouquin du proviseur qui parle de ça et qui dit que pourquoi, au nom de l'égalité, il faudrait donner la chose à même chose. Non, travaillons sur l'équité, travaillons sur le soutien de tous. Eh bien, ça peut faire bouger les choses. Et l'évaluation est un des vecteurs fondamentaux de la transformation de l'école si on la prend au sérieux. Bon, on a un petit peu débordé sur le temps, mais c'est vrai qu'on voit qu'on pourrait parler encore pas mal de temps. Moi, je propose de laisser la parole à Sylvain et puis de conclure. Finalement, même si je sais qu'il y avait plein de choses à aborder encore sur l'évaluation, il y a aussi les évaluations, les comparaisons avec les autres pays, etc., qu'on n'a pas abordé. Mais ce sera peut-être l'occasion de faire une deuxième émission sur l'évaluation et de prendre sur d'autres thèmes. Sylvain, le mot de la fin ou peut-être compléter une dernière certains points? Oui, moi j'ai envie de terminer nos échanges là très riches en évoquant les travaux de Jacopin qui nous a très récemment quittés. Et Jacopin, pendant toute sa carrière, il s'est beaucoup intéressé à l'éducation et à la pédagogie, et notamment à l'évaluation. Et il disait toujours « attention, être humain ». C'est-à-dire attention à ce que nous faisons parce que nous ne travaillons pas avec des objets, nous sommes avec des enfants, des adolescents, des personnes, des êtres humains. Et en matière d'évaluation, ça se joue sur le fait d'être particulièrement vigilant au fait que la manière dont nous évaluons le travail des élèves ne décourage pas les élèves à fournir des efforts pour apprendre. Et ce dont on a évoqué avec Audrey et François ce soir, ça a souligné le fait qu'il était possible de penser
des équilibres entre de l'accompagnement d'apprentissage et de l'évaluation, où les élèves ne sont pas tout seuls à apprendre, où ils travaillent au sein d'un groupe et avec d'autres élèves et avec l'enseignant, où les élèves ne sont pas condamnés à devoir réussir du premier coup les évaluations, où ils ont la possibilité de penser l'apprentissage sur un temps plus long, et puis où les élèves n'apprennent pas pour rien ou uniquement pour un exercice scolaire, où il y a une dimension de sens, soit centrée sur des projets, soit centrée sur ce qu'ils ont véritablement l'impression d'avoir appris. Merci en tout cas, Sandra, d'avoir animé avec brio ces échanges. Merci infiniment à vous, François, Sylvain et Audrey, pour vos éclairages et vos réactions sur l'évaluation. Un débat infini, je dirais, toujours d'actualité, parce que je crois qu'à chaque fois, il y a des rebondissements sur ce thème-là. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire, pourquoi pas, une deuxième tableau, enfin une deuxième fois sur l'évaluation, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais en tout cas, il y a bien d'autres thèmes sur l'école à débattre et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver ensemble. Merci à vous et merci. Vous pouvez retrouver donc toutes les émissions sur notre site internet et surtout n'hésitez pas à diffuser ces vidéos et à les faire connaître puisqu'on a des invités prestigieux, des praticiennes de qualité, des super blogueurs qui viennent nous rejoindre aussi. Et voilà, et des thèmes surtout qui touchent le quotidien de chaque enseignant et qui intéressent aussi les parents. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci Sandra, merci à vous. Au revoir Sylvain, au revoir Audrey. Au revoir. Au revoir.